à l'égard de ce qui peut, d'une certaine manière, contrevenir à leur liberté d'usage de cette zone. Et là, il faut négocier, il faut réussir à enrôler des entreprises, les transformer en mécènes, alors qu'a priori, plutôt, ces entreprises sont hostiles au projet. Alors, une manière de les enrôler, c'est de voir que, finalement, tous ces petits numéros, ce sont des mâts. Ce sont des mâts symboliques, des mâts qui essayent de se hisser depuis la ville du bas jusque vers le haut de la ville reconnue, des mâts qui sont l'occasion de revisiter un patrimoine ouvrier, puisque ce sont des mâts qui, par un processus participatif, vont accumuler une mémoire du quartier enfouie dans des boîtes à photos, enfouie dans les mémoires de personnes qui vont raconter le quartier tel qu'il était, etc. etc. Donc c'est une deuxième zone de difficulté. Troisième difficulté, le collectif citoyen lui-même, qui n'est pas à l'abri de toute critique sur le processus, parce que ces citoyens de quartier ne sont pas forcément tous d'accord entre eux à l'égard de la commande artistique, ne sont pas forcément tous d'accord entre eux sur la manière de transiger ou au contraire de s'opposer à l'égard des pouvoirs en place, qu'il s'agisse des pouvoirs économiques ou des pouvoirs politiques. Donc, c'est un très bon exemple, je dirais, du fait, qui a été dit par Dany ce matin d'ailleurs, du fait que l'art dans l'espace public n'est jamais un art pour lui-même. Il est non seulement un art pour la citoyenneté, pour la visibilité de l'espace urbain, il est le poil à gratter dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il est surtout un art qui est confronté à d'autres intérêts urbains puissants, contradictoires entre eux. Il est confronté à d'autres secteurs de légitimité, à des possibilités de projection inhabituelles pour qui considère que l'art, c'est quelque chose qui se fait dans des galeries, dans des théâtres ou même dans des festivals. Donc l'art dans l'espace public, sa nouvelle valeur d'usage, elle est aussi inscrite dans un partenariat qui dépasse très largement les frontières de la culture. C'est la raison pour laquelle bien, le troisième empire contre lequel il faut se battre, donc pour l'art dans l'espace public, c'est l'empire de la culture. Alors, donc si je conclus sur ce troisième point, les deux ressources d'une politique culturelle de l'art dans l'espace public, c'est partenariat et médiation. Donc si on fait le total, on a délégation, participation, médiation, trois principes qui apparaissent un petit peu comme utopiques dans un monde que certains qualifient de tendanciellement illibéral. Pourtant, moi je reste relativement optimiste à observer, comme je le fais depuis très longtemps maintenant, les festivals, les publics des festivals, la vie d'un festival, qui est une forme d'espace public éphémère, bien entendu, mais d'espace public, civique et culturel à la fois, eh bien, je reste persuadé que c'est quand même Aristote qui a raison à la fin de l'histoire. Vous vous rappelez d'Aristote, Aristote, c'est quelqu'un qui a fait une forme de consultant à l'époque. Il a fait pas loin de 100 constitutions différentes dans sa vie. 100 constitutions. Parce qu'il faisait le pari que pour faire une constitution, il faut aller d'abord sur place et il faut tenir compte de l'ensemble des ressources, des contraintes, des difficultés physiques, métaphysiques et sociales et économiques d'un lieu avant de lui proposer une constitution. C'est la raison pour laquelle il n'en a pas fait une qu'il a essayé de vendre partout. Il en a fait 100, presque. Donc, inspirons-nous d'Aristote sur la contingence territoriale, inspirons-nous ensuite d'Aristote sur le fait que l'homme est un indécrottable animal social et politique, puisque à l'heure de l'individualisation rampante, on invente tous les jours des formes de vie collective, des formes de solidarité que, par exemple, la culture du bénévolat incarne dans le secteur de la culture, mais pas seulement dans le secteur de la culture. Donc voilà, me semble-t-il, une pensée à la fois critique, parce que la critique est nécessaire, et optimiste, parce que l'optimisme est nécessaire pour enrayer les tendances à l'inaction que provoque éventuellement le pessimisme radical. L'optimisme qu'on peut avoir dans l'art, c'est le fait qu'il ait cette capacité, dans l'espace public comme ailleurs, à transgresser les frontières. Je vous remercie.